J'ignore s'il est plus facile d'introduire ou de conclure un colloque à la fois aussi inactuel et aussi nécessaire. D'autant que dessiner, comme on l'a demandé, en quelques mots, le cadre empirique d'une politique monarchique française aujourd'hui est évidemment une gageure. La question institutionnelle, en ces périodes de remise en cause sociale, culturelle, voire identitaire de la nation, pourrait paraître effectivement inactuelle. Surtout s'il ne s'agit pas simplement de réformer dans un sens plus parlementaire ou plus présidentiel la schème républicain. Vous savez que c'est un marronnier des débats politiques dont se moquent d'ailleurs éperdument les Français. Nous ne proposons rien moins que le recours, d'aucuns diraient le retour, à une forme politique qui semble appartenir de façon irrémédiable au passé. D'autant que ce passé, le volontarisme politique et idéologique actuel, cherche à l'éloigner de nous et de nos enfants à une vitesse plus rapide que celle de l'écoulement paisible des siècles, dont le tort, justement, aux yeux de nos idéologues, est de permettre à ce passé de devenir héritage. La volonté de nos actuels dirigeants de couper irrémédiablement le peuple de France de son histoire et de sa culture n'a d'autre objet que d'absorber ce même peuple dans un trou noir. Par définition, le grand effacement rendra sans objet à la question de l'insécurité culturelle. Et par la même occasion, c'est une politique, c'est-à-dire du gouvernement des hommes. La gouvernance suffit effectivement à l'administration ou à la gestion des choses. La Révolution française avait été une tentative qui a échoué de créer un peuple nouveau. La Révolution russe avait été une seconde qui a elle aussi échoué. Dans les deux cas, il est intéressant de noter que les révolutionnaires ou leurs héritiers ont, comme une leçon du vice à la vertu, eux-mêmes finir par recourir au passé honni, nié, oublié, aboli, pour ressouder le peuple. Ainsi, Michelet, pour retrouver un peuple qui ne pouvait devenir républicain que s'il se reconnaissait une identité historique après tant de divisions nationales, a créé le roman national en y intégrant son passé monarchique et même la figure de Jeanne, même si ce fut pour la réinterpréter. Staline, face à l'envahisseur allemand, invoque auprès du peuple russe les mains de Pierre le Grand et soulage momentanément la foi orthodoxe du joug sous lequel il l'avait placé. La question des institutions est comprise dans celle de l'unité d'un peuple et d'une nation. Nos dirigeants actuels sont malheureusement des révolutionnaires encore plus radicaux que leurs ancêtres. Il s'agit pour eux non plus de créer un peuple nouveau, mais de dissoudre la notion même de peuple. Ils ont en effet abandonné la notion de peuple, et plus encore de peuple français, pour celle apparemment d'autre de société. Quant aux sacro-saintes valeurs républicaines, et à la République, qui est devenu un concept autoréférent, vous apercevez qu'aujourd'hui nos hommes politiques ne parlent plus de République française, mais de République tout court, elle constitue les éléments de langage des substitutions ontologiques. Il s'agit désormais de faire société commune dans une société diverse, sur le titre d'un rapport fameux commandé à l'automne 2013 par le gouvernement, en vue de promouvoir une société inclusive. Je cite bien sûr le rapport. Le sens de l'intégration nationale a changé et le lien social relève moins aujourd'hui d'une mise en forme et en conformité à des normes institutionnelles que de l'inventivité des acteurs sociaux, leur capacité à transformer la société française. Une seule fois le mot peuple est présent dans le rapport, et là je cite encore. Les corps publics et intermédiaires en charge de rôle public doivent tendre à ressembler au peuple de France. Les corps publics et intermédiaires en charge de rôle public doivent tendre à ressembler au peuple de France. Les termes sont choisis. Pourquoi? Parce que peuple de France signifie ici exactement le contraire de peuple français. C'est en effet aux différentes communautés d'une société cultivée dans sa diversité, éclatée, que doivent ressembler nos corps publics, puisque la France, toujours selon ce rapport, est déjà un pays pluriethnique et pluriculturel. Elle le sera de plus en plus à l'avenir, et un pluralisme harmonieux reste à construire, touchant à vœu. On comprend pourquoi la notion, même au singulier, de peuple de France est alors préférée à celle de peuple français, pas assez pluriethnique, peut-être trop identitaire sans doute. Puisqu'affirme encore le rapport, et ce sera ma dernière citation, c'est au nom de ces valeurs fondatrices d'une république effective qu'il faut une reconnaissance franche du pluralisme de la société française et une république de la diversité. Tel est donc le cadre empirique d'une politique monarchique française aujourd'hui. Le peuple français vit à l'heure actuelle sa métamorphose, ou plutôt sa défiguration, en république de la diversité. Parler de peuple français est devenu pire qu'une incongruité. C'est une Marianne marquée au fer rouge sur le front des malpensants. Alors que l'unité historique, je dis bien l'unité historique, je ne dis pas l'unité ethnique,
alors que l'unité historique du peuple français est évidemment la condition sine qua non de tout régime politique, et singulièrement de la monarchie, celui qui nous semble historiquement et empiriquement le mieux adapté à la France, les Français progressent vers, ou plutôt sont poussés vers leur effacement en tant que peuple. La question ne se situe plus au plan des divisions politiques qu'on a pu les connaître par le passé. Elle se situe au plan existentiel. Tel est encore une fois le cadre empirique nouveau que nous devons conceptualiser. Tel est celui auquel la question institutionnelle doit se confronter, celle d'un pays réel que ces élites cherchent à dissoudre comme peuple pour le faire émerger comme société commune dans une société diverse, ou encore comme société plurielle, harmonieuse. Ce programme aurait conclu un certain général. Lorsque dans un salon, Renan est réputé avoir dit à Paul Déroulède, président de la Ligue des Patriotes, « Jeune homme, la France se meurt, ne troublez pas son agonie », le grand historien, l'auteur de la prière sur l'Acropole, se paie de mots. À la fin du XIXe siècle, la France n'agonise pas, et son peuple est encore capable de grands sacrifices. Il le sera même 2 fois au cours du XXe siècle, quoi qu'on en ait dit sur le prétendu avachissement des Français de 1940, un mensonge commode pour fuir la responsabilité. Non, le cadre empirique était alors solide. Et l'action française, même si elle ne se privait pas, évidemment, de contester les fondements philosophiques de la République, pouvait poser la question en termes strictement institutionnels. Instabilité gouvernementale, centralisation politicienne, captation oligarchique des pouvoirs, non-représentativité du pays réel par un système parlementaire livré aux partis. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, même si la question est toujours d'ordre institutionnel, on le voit cet après-midi. C'est un fait, les Français ne nous resteront pas aujourd'hui pour une République qui ne pense pas à mépriser du fait tout simplement qu'ils l'ignorent. Et s'ils appellent encore, aussi plutôt on appelle pour eux, pour mieux les détourner, valeurs républicaines, cet instinct de survie qui les a fait descendre dans la rue en janvier dernier, le système lui-même est tombé dans de l'indifférence qui est pire que l'hostilité. La nécessité de notre colloque est le point de rencontre de ces 2 phénomènes de nature différente. D'un côté, il s'agit de lutter contre l'entreprise de déracinement du peuple français par le double recours à une nécessité hostile à sa source spirituelle du christianisme et à un multiculturalisme aussi artificiel que programmé. La dernière réforme du collège ne faisant que mettre en application les recommandations du rapport de 2013, et c'est pour ça que je vais citer quelques passages. De l'autre, nous avons des citoyens qui ne font plus confiance dans leurs gouvernants et qui, tout en revendiquant, c'est vrai, tel est le paradoxe, les fruits d'un individualisme qu'on leur fait biberonner depuis tant de décennies, plébiscitent toutefois la famille, ont soif de solidarité, refusent l'effacement de leur aide, même si pour cela il faut fuir en périphérie, et vont jusqu'à réclamer de l'autorité. Quel que soit leur âge réel, les vieillards técochines qui nous gouvernent continuent, comme un train fou lancé sur sa vitesse, à agir selon les vieilles lunes idéologiques dont les Français se détournent de plus en plus. Ils peuvent gagner, bien sûr. Ce sera la victoire du pire des pires que Maurras évoquait au gré de Mouton à la fin de sa vie. Mais ils peuvent perdre aussi. À cette fin, nous devons, grâce à la figure royale, rappeler l'essence à la fois du peuple français et du souci politique. Le prince Jean nous y aide, lui qui affirme penser en prince chrétien et agir en prince français. Être prince chrétien, dit-il, c'est incarner la nécessaire réconciliation de tous les Français autour de leur histoire ancienne et récente de notre pays. Je n'exige évidemment pas de personne qui partage les convictions. Le souci d'un prince français est de s'associer à tous ses compatriotes et de les rassembler dans une même affection. C'est aussi en restant fidèle à ses racines que le peuple français pourra relever les défis du futur. Face à la désagrégation de la France en république de la diversité, réaffirmer aujourd'hui que seul le roi peut désormais faire peuple, c'est envoyer le message à la fois le plus prometteur et le plus subversif qui soit. Toutefois, pour agir avec efficacité, nous devons prendre la mesure exacte du cadre empirique dans lequel il faut construire la France royale de demain, du cadre empirique dont le roi lui-même, demain, devra faire l'expérience et sur lequel sa présence institutionnelle permettra à son tour d'agir, non pas comme un homme providentiel, mais comme le principe vivant de la renaissance du pays, libérant les énergies nationales. Je vous remercie.